Chapitre 21 Déclin des races supérieures. Le monde moderne est loin d'être menacé par une diminution de la natalité et une augmentation de la mortalité. Le cri d'alarme qu'avaient lancé naguère certains chefs politiques en exhumant même la formule absurde « le nombre fait la puissance » est dépourvu de tout fondement. Le vrai danger est à l'opposé. C'est celui d'une multiplication incessante, effrénée et grotesque des populations sur le plan de la quantité pure. Le déclin se manifeste uniquement dans les souches qu'il convient de considérer comme porteuses de force, supérieures au pur démos et au monde des masses, qui conditionnent toute véritable grandeur humaine. En critiquant le point de vue raciste, nous avons déjà parlé de cette force occulte qui, lorsqu'elle est présente, vivante et active, est le principe d'une génération au sens supérieur et réagit sur le monde de la quantité en y imprimant une forme et une qualité. À cet égard, on peut dire que les races supérieures occidentales sont entrées depuis des siècles déjà en agonie et que le développement croissant des populations de la Terre est assimilable au pullulement vermiculaire que l'on constate dans la décomposition des organismes et dans l'évolution d'un cancer. Ce dernier correspondant précisément à l'hypertrophie effrénée d'un plasma, qui, se trouvant soustrait à la loi régulatrice de l'organisme, en dévore les structures normales et différenciées. Tel est le tableau que nous offre le monde moderne. À la régression et au déclin des forces fécondatrices, au sens supérieur du terme, c'est-à-dire des forces porteuses de la forme, correspond la prolifération illimitée de la matière, du sans-forme, de l'homme-masse. À ce phénomène n'est pas étranger ce que nous avons exposé dans le chapitre précédent au sujet du sexe et des rapports actuels entre l'homme et la femme, car ceci intéresse également le problème de la procréation et sa signification. S'il est vrai que le monde moderne semble destiné à ignorer désormais ce que sont la femme et l'homme absolu, si la sexuation des êtres y est incomplète, et si l'on veut, au nom de l'esprit, qu'elle soit incomplète, c'est-à-dire limitée au plan corporel, il n'est pas surprenant que ce soit perdu ces dimensions supérieures et même transcendantes du sexe que le monde de la tradition reconnut sous de formes multiples et que cela influe sur le régime des unions sexuelles et les possibilités qu'elles offrent, soit comme pure expérience érotique, soit, et c'est ce second aspect qui entre précisément ici en ligne de compte, en vue d'une procréation qui ne s'épuise pas dans le simple et opaque fait biologique. Le monde de la tradition connut effectivement un sacrum sexuel et une magie du sexe. À travers des symboles et des coutumes innombrables que l'on retrouve dans les régions du monde les plus diverses, transparaît constamment la reconnaissance du sexe comme force créatrice primordiale et qui dépasse l'individu. Chez la femme, on évoquait les puissances abyssales, soit d'ardeur et de lumière, soit de danger, de désagrégation. En elle vivait la force tellurique, la terre, et dans l'homme, le ciel. C'est organiquement et consciemment qu'était assumé tout ce qui, chez l'homme vulgaire, et aujourd'hui plus que jamais, n'est vécu que sous forme de sensations périphériques, impulsions passionnelles et charnelles. La procréation était décrétée, et le produit de cette procréation, voulu avant tout, ainsi que nous l'avons dit, comme le fils du devoir, comme celui qui doit reprendre et alimenter l'élément surnaturel de la souche, la libération de l'ancêtre, qui doit recevoir et transmettre la force, la vie, la stabilité. Avec le monde moderne, tout cela est devenu une insipide rêverie. Les hommes, au lieu de posséder le sexe, sont possédés par lui et s'abattent çà et là comme ivres, incapables désormais de savoir ce qui s'allume dans leurs embrassements, ni de voir le démon qui se joue misérablement d'eux à travers leurs recherches de plaisir ou leurs impulsions romantico-passionnelles. De sorte que, sans qu'ils en sachent rien, en dehors et souvent contre leur volonté,
un nouvel être naît de temps en temps, au hasard d'une de leurs nuits, souvent comme un intrus, sans continuité spirituelle, et dans les dernières générations, sans même ce fade résidu que représentent les liens affectifs de type bourgeois. Quand les choses en sont arrivées là, il ne faut pas s'étonner que les races supérieures meurent. La logique inévitable de l'individualisme tend aussi vers ce résultat, surtout dans les classes prétendument supérieures d'aujourd'hui, car elle ne peut pas ne pas diminuer l'intérêt porté à la procréation. Sans parler de tous les autres facteurs de dégénérescence inhérents à une vie sociale mécanisée et urbanisée, et surtout à une civilisation qui ne sait plus rien des limites salutaires et créatrices, constituées par les castes et par les traditions du sang. La fécondité se concentre alors dans les couches sociales les plus basses et chez les races inférieures, où l'impulsion animale est plus forte que tout calcul et toute considération rationnelle. Et s'ensuit inévitablement une sélection à rebours, la montée et l'envahissement d'éléments inférieurs, contre lesquels la race des classes et des peuples supérieurs, épuisée et défaite, ne peut plus rien, ou presque, comme élément spirituellement dominateur. Si l'on parle toujours plus aujourd'hui d'un contrôle des connaissances devant les effets catastrophiques du phénomène démographique que nous avons comparé à un cancer, ce n'est pas pour autant que l'on a abordé le problème essentiel, car on ne suit aucunement ici un critère qualitatif différencié. Mais la sottise est encore plus grande chez ceux qui s'insurgent contre ce contrôle en invoquant des idées traditionnalistes et moralisantes, devenues désormais de simples préjugés. Si c'est la grandeur et la puissance d'une race qui vous tient à cœur, il est inutile de se préoccuper de la qualité matérielle de la paternité, quand elle ne s'accompagne pas de la qualité spirituelle, au sens d'intérêt supérieur, de juste rapport entre les sexes et surtout de la virilité, au sens véritable du terme, différent de celui qu'il revêt sur le plan de la nature inférieure. Nous avons fait le procès de la décadence de la femme moderne, mais il ne faut pas oublier que l'homme en est le premier responsable. De même que la plèbe n'aurait jamais pu faire irruption dans tous les domaines de la vie sociale et de la civilisation s'il y avait eu de vrais rois et de vrais aristocrates, de même dans une société régie par des hommes véritables, jamais la femme n'aurait voulu ni pu s'engager sur la voie qu'elle suit aujourd'hui. Les périodes où la femme a connu l'autonomie et la prééminence ont presque toujours coïncidé avec la décadence des civilisations anciennes. Aussi bien, n'est-ce pas, contre la femme que devrait être dirigée la véritable réaction contre le féminisme et autres déviations féminines, mais contre l'homme. On ne peut demander à la femme de redevenir femme au point de rétablir les conditions intérieures et extérieures nécessaires à la réintégration d'une race supérieure, alors que l'homme ne connaît plus qu'un simulacre de virilité. Si l'on ne réussit pas à réveiller la signification spirituelle du sexe, si en particulier on ne sépare pas de nouveau durement de la substance spirituelle devenue amorphe et mêlée la forme virile, tout est inutile. La virilité physique, phallique, animale et musculaire est inerte. Elle ne contient aucun germe créateur au sens supérieur. Même quand l'homme phallique a l'illusion de posséder, en réalité, il est passif. Il subit toujours la force plus subtile propre à la femme et au principe féminin. Il n'y a que dans l'esprit que le sexe soit vrai et absolu. L'homme, dans toute tradition de type supérieur, a toujours été considéré comme le porteur de l'élément urano-solaire d'une lignée. Cet élément transcende le simple principe du sang et se perd immédiatement quand il passe dans la ligne féminine, bien que son développement soit favorisé par le terrain que représente la pureté d'une femme de caste. Il demeure toujours en tout cas le principe qualificateur, celui qui donne la forme, qui ordonne la substance génératrice féminine. Ce principe est en relation avec l'élément surnaturel, avec la force qui peut faire couler le courant vers le haut, et dont la victoire, la fortune et la prospérité d'une souche sont normalement les conséquences.
C'est pourquoi l'association symbolique propre aux antiques formes traditionnelles de l'organe viril à des idées de résurrection et d'ascèse et à des énergies conférant le plus haut des pouvoirs ont une signification qui, loin d'être obscène, est réelle et profonde. Comme un écho de ces significations supérieures, se retrouve de la façon la plus nette, même chez beaucoup de peuples sauvages, le principe selon lequel seul l'initié est vraiment mâle, que c'est l'initiation qui marque éminemment le passage à la virilité. Avant l'initiation, les individus sont semblables aux animaux, ne sont pas encore devenus des hommes. Fussent-ils des vieillards, ils s'identifient aux enfants et aux femmes et restent privés de tous les privilèges réservés aux élites viriles des clans. Quand on ne sent plus que c'est l'élément suprabiologique qui est le centre et la mesure de la virilité véritable, même si l'on continue de revendiquer le nom d'homme, on n'est en réalité qu'un eunuque, et la paternité n'a plus d'autre signification qu'une paternité d'animaux, qui, dupés par le plaisir, procréent aveuglément d'autres animaux, fantômes d'existence comme eux-mêmes. Devant une telle situation, on peut chercher à étayer le cadavre pour lui donner l'apparence de la vie. On peut traiter les hommes comme des lapins et des étalons, en rationalisant leurs unions, parce qu'ils ne méritent pas autre chose. Mais il ne faut pas s'y tromper. Ou bien l'on en viendra à une culture de très beaux animaux de travail, ou bien, si la tendance individualiste et utilitaire prévaut, une loi plus forte entraînera les races vers la régression ou l'extinction avec la même inflexibilité que la loi physique de l'entropie et de la dégradation de l'énergie. Et ce sera là un des multiples aspects devenus matériellement visibles aujourd'hui du déclin de l'Occident. Avant de passer à la seconde partie de cet ouvrage, nous ferons à titre de transition une dernière observation qui se rapporte directement à ce que nous avons déjà dit au sujet des rapports entre la virilité spirituelle et la religiosité dévotionnelle. Il ressort de ces considérations que ce qu'on a l'habitude en Occident d'appeler religion correspond à une attitude d'esprit essentiellement féminine. Le rapport avec le surnaturel, conçu comme une hypostase théistique, est vécu comme dévouement, dévotion, renoncement intime à sa propre volonté, présente sur son plan les mêmes caractéristiques que la voie dans laquelle une nature féminine peut s'accomplir. D'autre part, si l'élément féminin correspond en général à l'élément naturel, on peut concevoir que dans le monde de la tradition, les castes et les races inférieures, où cet élément était plus agissant que dans les autres et qui était régi par la puissance des rites aristocratiques et de l'hérédité divine, bénéficièrent de la participation à un ordre plus élevé, précisément à travers des rapports de type religieux. Même la religion pouvait donc avoir dans l'ensemble de la hiérarchie une place et une fonction, bien que celles-ci fussent relatives et subordonnées par rapport à ces formes plus hautes de réalisation spirituelle dont on a déjà parlé, initiation et variété de la haute ascèse. Avec la destruction des castes et des structures sociales similaires, avec l'arrivée au pouvoir des couches et des races inférieures, il était inévitable que dans ce domaine aussi l'esprit qui leur était propre triomphât, que tout rapport avec le surnaturel fut conçu exclusivement sous forme de religion, que toute autre forme d'un niveau plus élevé fut considérée avec méfiance quand elle n'était pas stigmatisée comme sacrilège et démoniaque. C'est cette féminisation de la spiritualité, dont l'origine remonte à une époque ancienne, qui détermina la première altération de la tradition primordiale chez les races où elle prévalut. Suivre ce processus de décadence, en même temps que tous ceux qui ont abouti à l'effondrement de l'humanité virile et solaire des origines, tel sera l'objet des considérations que nous développerons dans la seconde partie de cet ouvrage, et à travers lesquelles apparaîtront la Genèse et le visage du monde moderne. Fin de la première partie.